Le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Mercredi 7 septembre 2022, troisième sortie de la page internationale pour cette semaine. Depuis la newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas, pour présenter cette page internationale. À Jacmel, pour le grand journal, Joël François Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Le ministère russe de la Défense affirme que son aviation a détruit une grande installation de stockage de carburant de l'armée ukrainienne dans l'oblast d'Dnipropetrovsk. L'Ukraine s'efforce de repousser les forces russes dans le sud. Sergio Olmos, l'envoyé spécial de CGTN pour un reportage. Nouveau bombardement à Kharkiv alors que des frappes dans le quartier résidentiel ont détruit le bâtiment présidentiel. Les autorités disent que c'est une escalade de bombardements d'artillerie dans cette zone. Nous savons que Kharkiv a reçu la plupart des bombardements dans le Donbass. Le président Zelensky a déclaré qu'un village avait été récupéré par les forces ukrainiennes. Le président Zelensky a dit que 2 villages avaient été récupérés. Il n'y a pas beaucoup de détails venant de cette zone, mais les médias d'État russes disent qu'il y a eu des coupures d'électricité dans certaines régions à cause des frappes ukrainiennes. Nous savons que dans cette zone à Kherson, l'Ukraine utilise les HIMARS fournis par l'Occident. Des lignes de train, des ponts ont été touchés avec ces systèmes d'artillerie longue portée. Maintenant, il semble déplacer des troupes dans la région. Il y a des images sur les réseaux sociaux montrant des troupes ukrainiennes reprenant un village et y déployant un drapeau. La sécurité interdit aux journalistes de se trouver sur le front, donc il y a peu d'images. La Russie dit que l'Ukraine a subi de lourdes pertes humaines. L'Ukraine n'a pas donné beaucoup de détails, mais je le répète, Zelensky a dit que 2 villages avaient été repris et les rapports précédents parlaient de 4 villages. Le chef du Kremlin a dénoncé la fièvre et les sanctions des Occidentaux qui, selon lui, menacent le monde entier lors d'un forum économique dans l'extrême orient russe. Voici un reportage signé Euronews. Il est impossible d'isoler la Russie. Vladimir Poutine a minoré l'impact des sanctions occidentales lors d'un forum à Vladivostok dans l'extrême-orient russe. Le pic des difficultés économiques est passé, a-t-il aussi assuré. Face à de nombreux dirigeants asiatiques, le chef du Kremlin a salué le rôle croissant de l'Asie dans les affaires du monde, fustigeant à l'inverse l'agressivité occidentale. La pandémie a été remplacée par de nouveaux défis, également d'ordre global, qui menacent le monde entier. Je veux parler de la fièvre des sanctions de l'Occident et de ses tentatives agressives d'imposer des modes de comportement aux autres nations, de les priver de leur souveraineté et de les soumettre à sa propre volonté. Moscou se tourne plus que jamais vers l'Asie pour y trouver de nouveaux marchés et de nouveaux fournisseurs, afin de remplacer ceux perdus du fait des sanctions américaines et européennes suite à l'invasion de l'Ukraine. Ce mercredi a d'ailleurs été confirmée une rencontre entre le président russe et son homologue chinois la semaine prochaine en marge d'un sommet régional en Ouzbékistan. Du côté des hydrocarbures, le Kremlin a annoncé lundi l'arrêt des livraisons de gaz à l'Union européenne via le gazoduc Nord Stream 1. À Vladivostok, Vladimir Poutine a menacé de ne plus livrer ni pétrole ni gaz si les prix étaient plafonnés. Direction le continent africain, le phénomène de la Nina bouleverse les régimes climatiques de plusieurs régions du monde. Pour la 3e année consécutive, annonce l'Organisation météorologique mondiale, OMM. Voici un reportage signé Africa News. Ces images du Pakistan vues du ciel, sous les eaux, après que les pluies torrentielles se soient abattues sur le pays, sont la preuve de l'effet dévastateur que le phénomène La Niña a sur le monde. L'Organisation météorologique mondiale OMM a annoncé mercredi qu'il s'agit de la 3e année consécutive que se produit cet épisode climatique, une récurrence exceptionnelle. Depuis 1950, c'est la première fois que nous avons eu 3 La Niñas d'affilée.
Nous avons commencé en 2020, en août-septembre, nous avons eu un épisode, un an plus tard un autre épisode, et cette fois, c'est un troisième. Mais entre les deux, l'intensité a changé, mais dans les 3 années différentes, nous avons eu le phénomène, et c'est inhabituel. Ce phénomène climatique qui provoque un refroidissement d'une partie des eaux de surface du Pacifique influence le cycle de précipitation et le climat de certaines régions du monde. Selon l'OMM, l'épisode actuel a été intensifié par le renforcement des alizés entre la mi-juillet et la mi-août 2022. Souvent, la Niña est associée à l'impact des précipitations dans quelques régions. Nous connaissons la région où la Niña frappe habituellement. Maintenant, avec plus de ce phénomène, ces régions seront plus touchées. Par exemple, lorsque la Niña se produit, l'Afrique de l'Ouest, une zone allant du Sénégal au Soudan, est normalement frappée par des inondations, l'Afrique de l'Est par la sécheresse. Donc connaître l'évolution de la Niña nous aide à anticiper. La Niña a donc un effet sur les régimes climatiques tels que la sécheresse et les inondations qui ont été observés dans le monde 3 années de suite. Il est responsable de l'aggravation de la sécheresse, notamment au Kenya, en Somalie, en Érythrée et en Éthiopie. L'une des régions les plus touchées par la Niña est l'Afrique de l'Est, où nous avons connu une longue sécheresse. Nous avons également vu des endroits comme la Californie avec la sécheresse et l'Australie avec des inondations. Selon le bulletin de l'Agence météorologique de l'ONU, l'actuel épisode La Niña s'est amorcé en septembre 2020 et devrait se poursuivre au cours des 6 prochains mois. Aux États-Unis, les élèves d'une école texane, endeuillés par l'une des pires tueries d'enfants de l'histoire récente des États-Unis, effectuent mardi leur entrée sous haute sécurité. Voici un reportage à CD France 24. Difficile pour ces parents de laisser leur enfant retourner à l'école, près de 3 mois après la tuerie d'Uvalde, où 19 écoliers avaient été tués par un jeune de 18 ans. Je sais qu'elle y pense, elle a peur, je sais qu'elle a peur, mais on a fait des exercices tout l'été. Nous, je leur ai appris que si vous entendez quelque chose dans le couloir, sortez par la fenêtre, courez, ne vous arrêtez pas, ne criez pas. Ils ont des téléphones maintenant, chacun d'entre eux. Les élèves de Robb Elementary School ont été répartis dans 2 autres écoles de la ville texane. Clôture, filtre à distance des visiteurs, caméras de surveillance. Des mesures de sécurité supplémentaires ont été prises, mais cela reste insuffisant selon le sénateur d'Uvalde. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons une communauté frustrée qui demande des comptes et des mesures de sécurité supplémentaires. Vous savez, c'est bien qu'il y ait quelques soldats du département de la sécurité publique, mais ils vont partir à un moment donné. Il ne s'agit pas seulement de demi-mesures destinées à cocher des cases. Nous devons avoir des solutions sur le long terme. À Uvalde, les familles de victimes demandent toujours des explications sur l'arrivée tardive de la police sur place. Quelques 400 policiers et agents s'étaient rendus progressivement à l'école, mais avaient attendu plus d'1 heure dans un couloir, alors que la fusillade avait lieu dans la classe. Le 24 août dernier, le chef de la police du district scolaire avait été licencié suite à la diffusion d'une vidéo montrant la lente réponse policière au moment de la fusillade. Zoom sur la guerre en Ukraine. Que se passe-t-il dans le monde ? En Ukraine, pourquoi l'Occident ne veut absolument pas parler de la paix ? Comme Madame Ségolène Royal dit la propagande de la guerre en Ukraine à Mondovision. Écoutons un extrait de l'émission. Revenir sur la genèse et puis peut-être en parler un peu à tête reposée. Vous avez dit sur BFM TV le 1er septembre dernier, à propos des clichés d'une femme et de son bébé morts à la suite de leurs blessures après le bombardement de Mariupol, vous avez dit que c'est une propagande de guerre. Ensuite, sur le massacre de Boutcha, vous avez dit que ça avait été utilisé comme instrument de la peur par le président Zelensky. Ensuite, vous vous êtes excusé auprès des victimes. Vous avez dit c'est une erreur, je le reconnais. Je m'en suis excusé auprès des victimes. J'ai pu laisser croire que je disais qu'il n'y avait pas du tout de victimes. C'est une erreur. Mais vous savez ce qui a été, comment ont été commentés vos propos. Il y a des gens qui vont voter pour vous, des gens qui vous aiment bien et qui ont dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est devenue complotiste, elle est devenue négationniste. Oui, j'ai entendu tout cela. Et j'ai dit aussi beaucoup d'autres choses, et en particulier, comme je crois des millions de gens, je me suis exprimée pour que la guerre s'arrête. Et pour poser des questions sur les raisons pour lesquelles il n'y avait toujours pas de processus de paix, de discussion, de négociation, de lieux où les protagonistes peuvent se rencontrer, comme cela se fait dans tout conflit, et comme cela devrait se faire encore plus fortement au sein de l'Europe.
Je pense que nous ne devons pas avancer de façon aveugle vers la catastrophe et que nous avons la responsabilité, nous, notre génération, de laisser à nos enfants et aux générations qui viennent une Europe en paix et une planète réparée. Et donc que nous n'avons pas le droit de rester inertes devant ce conflit et que nous devons exiger que commencent les négociations de paix. Vous savez ce que disait Nelson Mandela ? Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Donc en Europe, je crois que ça doit être possible de rétablir la paix. J'entends votre argument de la paix, je vais y revenir, mais je reviens sur ma question. Est-ce que pour vous, l'Ukraine est agresseur ou agressée ? Est-ce que vous niez ces bombardements ? Est-ce que vous considérez qu'ils n'ont pas eu lieu ? Cette maternité, Boutcha, ces massacres, est-ce que vous les niez ? Je dirais presque comme les Russes, comme le disent les Russes. L'Ukraine est agressée, donc ça c'est évident, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Mais lorsque l'on s'interroge sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas de processus de paix, pour lesquelles l'Europe ne demande pas aux protagonistes de venir autour de la table, c'est parce qu'il y a... on est effrayé par ce qui se passe. Et donc, il est très important. Et je n'ai jamais nié ni les bombardements. Et d'ailleurs, si les victimes ont pu penser que j'avais nié des bombardements ou nié qu'il y avait des morts, tous les jours, il y a des morts dans cette guerre. C'est pour ça qu'il faut qu'elle s'arrête aussi. Oui, mais on va revenir. Mais vos mots sont quand même très durs. Vous dites propagande de guerre, instrument de peur, bon, comme si ça n'avait pas existé. C'est pas à l'occasion de ces faits précis que je l'ai dit. Je l'ai dit d'une façon globale, y compris effectivement sur l'image implicite qui a circulé, qui nous a tous horrifiés du massacre de bébés. Et donc, ce qui est très important... Mais il a eu lieu pour vous ou pas ? Je ne vais pas revenir sur... Vous avez... Parce qu'il y a des journalistes qui l'ont constaté, et le père Patrick Desbois, qui est quelqu'un qui avait révélé la Shoah par balle ou les massacres des Yézidis, qui a constaté sur place en Ukraine des massacres, et qui le dit... Il n'y a pas de raison de mettre en cause ces paroles, bien évidemment. Mais ce qui est très important, c'est que l'on sache la réalité des faits, et seule la Cour... Et voilà, c'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Un soleil en catimini présent dans le ciel à Boston aujourd'hui. Température 70 degrés Fahrenheit, 21 degrés Celsius. Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Janelle, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.